Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, là, je vois que, bon, il y a toujours les mêmes, hein, donc 6, 7 personnes, bon, c'est pas grave. L'essentiel, on va partager ce petit moment ensemble et j'espère que qu'on va pouvoir échanger un petit peu parce que quand je parle et il y a personne qui m'interrompt, je pars du principe que tout le monde a bien compris. Donc, je sais que la matière, elle est un petit peu difficile par moment, hein, donc parce que c'est globalement, c'est pas une matière qui est très très compliquée, mais des fois, c'est vrai par rapport à certaines choses, ça peut vous paraître un peu abstrait. Alors, je vous demande, bien entendu, donc d'échanger avec moi. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par chat. Et donc, je prendrai le temps pour vous répondre à vos questions la semaine d'après. Alors, je suis à m'excuser pour la semaine dernière. J'avais un problème de connexion parce que, en principe, je donne toujours mes cours, donc sans aucun problème. Et le lundi, bon, j'avais quelques petits ennuis de santé, donc c'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas envoyé le cours de la semaine dernière. Et je vais essayer de me rattraper aujourd'hui, bien entendu. Alors, on est toujours en train de voir un peu ces fameuses théories de la monnaie. Et je rappelle encore une fois que on a deux grandes écoles, si vous voulez. D'un côté, il y a ceux qui parlent de la neutralité monétaire, hein, qui disent que la monnaie n'a pas d'effet sur l'économie réelle, c'est-à-dire sur la production, l'emploi, etc. Et il y a ceux qui disent que, au contraire, la monnaie, elle a un effet sur cette économie réelle et donc si on essaye d'utiliser ou si les gouvernements, à travers leur banque centrale, utilisent la monnaie à bon escient, ils peuvent bien entendu agir sur le niveau d'activité, c'est-à-dire en accordant plus de crédit à l'économie, eh bien les gens ils consomment, d'autres ils vont investir, produire, créer des emplois, etc., etc. Alors dans les deux camps, si vous voulez. Donc d'un côté, on a un peu les théories un peu libérales, si vous voulez, qui disent que en principe l'économie, elle doit se réguler toute seule et la monnaie, elle est juste là pour faciliter l'échange, si vous voulez. Ça, c'est la neutralité monétaire. Et de l'autre côté, donc il y a des économistes ou des écoles de la pensée économique, surtout l'école keynésienne, qui nous dit, eh bien, la monnaie, bien entendu, elle peut être, ou bien l'économie de marché, des fois, elle ne s'autorégule pas, c'est-à-dire que des fois, les mécanismes du marché ne jouent pas, à tous les coups, et l'État, en principe, doit intervenir. Et parmi les moyens d'intervention de l'État, on trouve, bien sûr,
l'arbre monétaire. Alors, je vais poursuivre toujours cette deuxième théorie, cette deuxième, si vous voulez, courant, ce deuxième courant de la pensée qui ne croit pas à la neutralité monétaire, avec, si vous voulez, cette courbe qu'on appelle la courbe de Phillips. Bon, peut-être certains d'entre vous, ils savent déjà ce que c'est, et donc je vais vous rappeler un petit peu ce que dit Phillips, donc cet économiste néo-zélandais, donc des années 50, et en quoi la courbe de Phillips, elle peut nous aider à comprendre le phénomène de la non-neutralité monétaire. C'est-à-dire que Phillips, au même titre que les keynésiens ou Keynes, il a remis en question cette idée de neutralité. Il a dit que la monnaie, elle peut avoir un effet sur l'économie réelle. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Phillips? Donc, je pense que j'avais déjà partagé avec vous cette, donc la courbe de Phillips. Je pense on l'a sur la plateforme, mais je vais essayer de la retrouver. Donc, je vais essayer d'arrêter cette première vidéo, enfin ce premier partage, et je vais essayer de trouver cette fameuse courbe de Phillips. Voilà. Alors, donc là, je vais essayer juste qu'il soit plus lisible. Ça, vous l'avez, hein, je pense que je vais vérifier tout à l'heure si je l'ai partagé avec vous. Bon, je l'ai tracé un peu à la main parce que des fois, c'est pas toujours évident d'utiliser les moyens informatiques pour faire toutes ces courbes et toutes ces droites. Des fois, c'est pas toujours évident. Alors, Phillips, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un économiste donc du XXe siècle. Donc, il a développé sa théorie dans les années 50. En fait, qu'est-ce qu'il a fait, Phillips? En fait, il a travaillé sur des séries statistiques un siècle, donc sur la relation entre le chômage et les salaires aux États-Unis. D'accord, donc il est néo-zélandais, mais il a travaillé surtout sur cette relation chômage et salaire pendant un siècle. Donc c'est énorme ce qu'il a fait, le travail qu'il a fait. Alors, quelle était sa conclusion pour l'économie américaine? Mais il a montré tout simplement que lorsque les salaires augmentent, d'accord, eh bien, le chômage baisse. Alors, vous pouvez dire, c'est tout à fait évident. Quand les salaires augmentent, ça veut dire qu'on est dans une économie qui est un peu proche du plein emploi. Et lorsque vous êtes dans une économie qui est proche du plein emploi ou bien une économie de plein emploi, chaque fois que on veut recruter ou chaque fois qu'on souhaite recruter, si vous voulez, des travailleurs, ce qui va diminuer le chômage, eh bien, cela se traduit par une hausse de salaire. Donc, c'est tout à fait logique. C'est-à-dire que quand il y a un plein emploi, ça veut dire le nombre de personnes qui sont prêtes à travailler se réduit. C'est normal parce que l'économie, elle tourne à plein régime. Et donc, le peu d'employés qui existent, d'accord, eh bien, ils vont réclamer des salaires plus élevés. Alors, tel qu'on l'a présenté là, et moi, ce qui m'intéresse, c'est voir surtout dans quelle mesure la monnaie elle a un effet sur l'économie réelle. Alors, la courbe de Phillips, en fait, c'est cette fameuse courbe que vous voyez là. Et on est sur un graphe où il y a d'abord, sur l'axe des abscisses, vous avez le taux de chômage, d'accord? Et on a deux axes des ordonnées. On a d'un côté la variation des salaires. En fait, delta S sur S, en fait, c'est tout simplement le salaire d'aujourd'hui, moins le salaire d'hier sur le salaire d'hier fois 100. Donc, en fait, ça vous fait juste un taux de variation des salaires. Et de l'autre côté, vous avez la variation des prix, ou ce qu'on appelle tout simplement le taux d'inflation, c'est-à-dire l'inflation d'aujourd'hui moins l'inflation d'hier sur l'inflation d'hier. En fait, c'est un taux d'accroissement T1 moins T0 sur T0 fois 100. D'accord? Alors, Philippe, il nous dit tout simplement que il voit déjà que, si vous voulez, avec la hausse des salaires,
d'accord? Donc, quand les salaires augmentent, donc si vous prenez cette courbe-là, en fait, qui représente donc la relation, si vous voulez, entre le niveau ou la variation du niveau de salaire et la variation du taux de chômage, eh bien, il nous dit tout simplement que lorsque vous avez des taux de salaire plus élevés, d'accord, je ne sais pas, par exemple, si le salaire augmente de 5%, donc valeur positive, d'accord, eh bien, le taux de chômage, par exemple, il est à 4%, d'accord. Si par contre, la variation de salaire elle est plus élevée, par exemple, si on est à 7%, ben 7%, vous êtes à un taux de chômage, par exemple, de 2,5%. Si vous allez à une hausse de salaire de 10%, eh bien, vous serez peut-être à un taux de chômage de 1%. D'accord? Et donc là, Philips, il nous dit tout simplement que, euh, le, donc chaque fois, si vous voulez, qu'il y a par exemple, une relance de l'activité économique, c'est-à-dire que chaque fois que l'économie elle est sur la voie de la croissance économique, que l'État intervient, par exemple, pour donc mettre à la disposition des agents économiques plus de moyens, notamment plus d'argent, plus de crédit que pour consommer, pour investir, eh bien, il y a d'un côté, on va assister à une réduction de chômage, c'est normal parce que lorsque l'activité économique elle tourne, par exemple, on va juste dire que si l'État donc baisse les taux d'intérêt pour encourager les entreprises à emprunter pour investir, ben, l'entreprise qui investit, c'est une entreprise qui crée de l'emploi en général, enfin en principe, d'accord. Si maintenant vous vous situez du côté du consommateur, c'est-à-dire que si l'État, par exemple, accorde plus de crédit aux consommateurs avec des taux d'intérêt faibles, ben le consommateur, il va consommer. Donc, en fait, il va acheter des biens, des services, des biens électroménagers. Donc, il va augmenter simplement son niveau de vie, si vous voulez, grâce à ce crédit. Et l'augmentation de la consommation, en principe, elle doit trouver une contrepartie du côté de la production, c'est-à-dire que pour satisfaire cette consommation, il faut bien que des gens produisent, d'accord? Et pour que les entreprises produisent, eh bien, elles vont augmenter le nombre de facteurs de production à leur disposition et notamment augmenter le nombre de travailleurs, c'est-à-dire participer à la baisse du chômage. Donc là, on voit que la monnaie, elle perd de sa neutralité. C'est-à-dire, pour nous, la monnaie, quand on parle donc d'offres de monnaie, si vous voulez, c'est les crédits à l'économie. D'accord? Et donc, si on est sur une phase où si l'État souhaite donner un coup de pouce à l'économie pour qu'elle reparte, eh bien, elle injecte des moyens de paiement dans l'économie ou dans le circuit économique et cette injection, elle aura des effets vertueux, notamment ça va permettre une relance de l'économie et donc une diminution du chômage. Alors maintenant, la relation qui existe entre la variation des salaires et la variation des prix parce qu'en fait, ils sont sur un même pied d'égalité. Philips, il n'a parlé que de la relation entre variation de salaire et taux de chômage. Et en fait, c'est un autre économiste américain du nom de Samuelson, donc très très connu. Donc il y a pratiquement tout le monde, en tout cas les gens qui ont fait leurs études universitaires d'économie dans les années 70, dans les années 80, ben, ils ont travaillé sur le manuel de Samuelson. Et Samuelson, en fait, il a enrichi, si vous voulez, la courbe de Phillips en ajoutant cette variation de P. D'accord, ces variations de prix, ou ce qu'on appelle le taux d'inflation. Alors, quelle relation entre les deux? Ben, c'est évident. C'est-à-dire que si, euh, en fait, on peut voir la chose de deux façons un peu différentes. Alors, la hausse des salaires, qui est consécutive à une économie prospère, quand l'économie est prospère, les salaires augmentent. Voilà, c'est comme ça. Donc, quand vous avez une économie qui n'est pas prospère, une économie qui ne connaît pas la croissance, une économie qui stagne, les salaires n'augmentent pas. Les salaires dépendent de l'activité, bien entendu. Alors, si on est dans une économie prospère et il y a une variation de salaire, d'accord? Variation de salaire, elle a un effet, bien sûr, sur le taux de chômage, d'accord? Et en même temps, cette variation de salaire, elle influence le prix. Pourquoi? Parce que le salaire est un élément de coût de production pour une entreprise.
D'accord? C'est-à-dire, quand les salaires augmentent, l'économie elle est prospère, les salaires augmentent, mais en fait, les entreprises elles vont devoir supporter un coût de production plus élevé. Pourquoi? Parce que dans le coût de production, comme vous le savez bien, il y a les coûts des matières premières, donc les coûts de l'énergie, donc tout ce dont on a besoin pour produire, le coût du capital, notamment le taux d'intérêt qu'on va payer pour un crédit qu'on a emprunté auprès de la banque, mais il y a en même temps le coût du travail. D'accord? Et donc, chaque fois que le salaire augmente, le salaire est un élément du coût du travail, d'accord? Eh bien, cela va se traduire par une hausse des prix. Donc, d'où cette relation, donc, elle est évidente entre variation de salaire, les salaires qui augmentent, eh bien, ils vont participer à la hausse des prix. Alors, on peut voir la chose autrement. C'est-à-dire que si euh, et c'est ça, en fait, ce que les monétaristes allaient donc faire dans. euh, les monétaristes vont faire après. On a, si vous voulez, les monétaristes, ils vont tout simplement voir ou analyser, si vous voulez, la relation entre la hausse des prix, qui peut s'expliquer par d'autres facteurs, on verra ça dans le chapitre sur l'inflation, et bien sûr la hausse des salaires. Donc les critiques, si vous voulez, de cette théorie, ils disent le prix, quand il augmente, en fait, il doit se traduire par une hausse du salaire nominal. Le salaire nominal, c'est le salaire qu'on touche, si vous voulez. Donc le salaire qu'on va nous verser chaque mois sur notre compte bancaire, ou ce qu'on va nous mettre sur un chèque bancaire si on est payé par chèque. D'accord? Et donc, la hausse des prix, d'accord? Et puis, la hausse des prix, pardon, elle explique la hausse du salaire nominal. C'est normal parce que, de manière générale, si les prix augmentent euh, par peur que le pouvoir d'achat des travailleurs baisse, d'accord? Eh bien, la hausse des prix, elle va se traduire par une hausse de salaire, mais cette fois-ci salaire nominal, c'est-à-dire c'est juste un salaire qui prend en considération la hausse des prix. Ce n'est pas une hausse de salaire réel. Salaire réel, des fois, je ne sais pas, même si vous avez un taux d'inflation ou un taux de hausse des prix qui est de 0%, ce qui est presque impossible, il n'y a pas un seul pays au monde qui a un taux d'inflation de 0%, d'accord? Supposons qu'on est dans un système ou dans une économie avec un taux d'inflation de 0%, cela veut dire que si le salaire augmente, eh bien c'est une hausse de salaire réel, c'est-à-dire que c'est une augmentation du pouvoir d'achat. Alors imaginez-vous, je ne sais pas, vous touchez 5 000 dirhams, ça c'est votre salaire nominal, et que le taux d'inflation est de 0%. Il n'y a pas eu hausse de prix, mais à la fin du mois, votre salaire, il augmente de 10%. À la fin de l'année, pardon, au bout d'une année, 10%. Ah bien, ces 10% de hausse, c'est des salaires, c'est une hausse de salaire réel. C'est vraiment votre pouvoir d'achat, c'est-à-dire la quantité de biens et de services que vous pouvez acheter avec votre salaire, c'est-à-dire votre nourriture, ce que vous allez payer pour votre loyer, donc ce que vous allez payer pour votre transport, etc., etc. Donc c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, il augmente et c'est ça ce qu'on appelle la hausse du salaire réel. Eh bien, pour un libéral, bien sûr, donc critique de Phillips, on verra ça tout à l'heure à travers ce qu'on appelle la critique de la courbe de Phillips par Milton Friedman, qui est un économiste monétariste. Eh bien, ils nous disent que la hausse des prix, la variation de P, delta P sur P, d'accord, elle explique la hausse du salaire nominal, c'est un salaire qui va juste intégrer l'inflation. Il n'y a rien qui va changer du point de vue du pouvoir d'achat. Vous gagnez 5 000, votre salaire, par exemple, il a augmenté de 10% parce que l'inflation, elle était de 10%. Ça, c'est une hausse nominale. D'accord? C'est-à-dire que mon salaire, il passe à 5 500 parce qu'il a augmenté de 10%, mais les 500 de plus, en fait, c'est juste, il s'explique juste par la hausse des prix. Les prix, donc de ce que vous achetez, ont augmenté en moyenne de 10%. Et donc, en fait, pour un monétariste, il n'y a rien qui change puisque la variation des prix, des fois, elle se traduit ou elle implique une variation du salaire nominal. Philippe, il parlait d'autre chose. Philippe, il nous disait tout simplement qu'il y a une relation inverse, si vous voulez, entre
la hausse des salaires réels, d'accord, et le niveau du chômage, d'accord. Donc, si vous avez une hausse qui est élevée, d'accord, eh bien, une hausse de salaire élevée, eh bien, elle va se traduire par une baisse du chômage. C'est normal parce que les gens, ils sont incités à sortir du chômage et aller chercher un emploi parce que, il y a des entreprises qui cherchent des travailleurs et elles sont prêtes à payer un salaire plus élevé. D'accord? Alors, pour résumer, quel rapport avec ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir la conception de la monnaie active. C'est une monnaie active, c'est-à-dire une monnaie qui a un impact, qui a un effet sur l'économie réelle. D'accord? Et Phillips, il nous dit tout simplement que lorsque, par exemple, donc les autorités, à travers leur banque centrale, veulent relancer l'économie, ils vont injecter des moyens de paiement dans l'économie à travers des crédits. L'économie, elle repartira, c'est-à-dire il y aura une croissance économique. Cette croissance économique, elle se traduira petit à petit par une hausse de salaire, surtout de salaire réel, d'accord? Et cette hausse de salaire réel, en général, elle va avoir un effet sur l'économie réelle, c'est-à-dire sur l'emploi. D'accord? On a dit que l'économie réelle, chaque fois qu'on parle d'inflation, chaque fois, pardon, qu'on parle de production, de consommation, d'investissement, d'emploi, on est dans la sphère réelle. D'accord? Et donc, finalement, la hausse des salaires qui est occasionnée par la relance de l'économie, donc par des moyens monétaires, elle a pour effet une réduction du chômage et donc en fait elle a un effet sur le taux sur le taux de chômage. Alors maintenant, si on essaye je vais revenir un petit peu donc à mon cours. Alors on a cette théorie, si vous voulez, euh, de Phillips. Elle a été critiquée. Elle a été critiquée par, en fait, elle a, elle a été, elle a connu quelques limites pour être plus précis. Et ces limites euh, ont été évoquées par un économiste qui s'appelle Phelps, c'est un économiste américain. Donc là, on est dans la théorie, donc comment dirais-je, la remise en question de la neutralité monétaire par la courbe de Phillips que je viens d'expliquer, d'accord, enrichi par Samuelson, donc qui a établi la symétrie, enfin donc la relation entre l'inflation qui est due à la hausse des salaires nominaux, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, et la baisse du chômage. Et, et, euh, et là, donc, donc, de parler de Phelps, à ne pas confondre avec Phillips, donc Phelps Edmund, en fait, il a critiqué la théorie de Phillips, on verra ça dans un instant. Alors, Samuelson, en fait, comme on a dit, il a introduit un peu donc, la variation des prix, donc le delta P sur P, parce que lié à la hausse des salaires, d'accord? Et Samuelson, en fait, il a donc sa théorie, en fait, elle a juste enrichi celle de Phillips. En fait, elle a eu un impact très important sur les choix en matière de politique économique. Et donc, pendant toute la période qui va donc du début des années 50 jusqu'à la fin des années 70, les gouvernements, en s'inspirant de la théorie Phillips et donc la courbe de Phillips et donc, si vous voulez, son enrichissement par Samuelson, et les politiques économiques, en fait, elles avaient le choix entre deux choses. À travers donc la lecture, si vous voulez, de la théorie de Phillips, on pouvait choisir deux types de politiques économiques, si vous voulez. Si un pays, par exemple, veut lutter contre le chômage, c'est-à-dire s'il a pour principal objectif la lutte contre le chômage, d'après la théorie de Phillips et de Samuelson, le taux d'inflation il ne peut être que plus élevé. Donc regardez un peu le point le plus élevé de la courbe. Donc le point le plus élevé, il nous montre tout simplement que vous avez un taux de chômage qui est faible, mais avec un taux d'inflation très élevé. Donc c'est un choix. C'est-à-dire que les gouvernements, en tout cas dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, ils avaient
choisi la lutte contre le chômage. C'est la raison pour laquelle cette période-là a été considérée comme les périodes où on a connu le moins de chômage dans les pays développés. D'accord? Donc, on parlait de la période des 30 glorieuses. Les 30 glorieuses, c'est tout simplement, donc je vais vous écrire ça, euh, c'est tout simplement euh, dans une période marquée par un taux de chômage très très faible, 30 glorieuses, 30 glorieuses, c'est tout simplement cette période années 50, 60, 70, donc du siècle dernier, d'accord, où le taux de chômage avait donc été très bas dans les pays développés, mais ce qu'on constatait pendant cette période, c'est que la hausse des prix a été très élevée, c'est-à-dire les taux d'inflation étaient très élevés. Pourquoi? Parce que les gouvernements avaient, en partant bien sûr des enseignements de la théorie donc de Phillips et son enrichissement par Paul Samuelson, eh bien, ils ont tout simplement choisi la lutte contre le chômage, d'accord? Et l'inflation n'était pas une priorité. Parce qu'ils disaient, donc les gouvernements à l'époque, ils disaient, nous, ce qu'on veut, c'est une prospérité économique qui crée des emplois. Si on a des emplois, eh bien, les gens, ils vont consommer. Si les gens consomment, il y a d'autres qui vont produire, qui vont investir, qui vont créer des emplois, et c'est comme ça qu'on va rentrer dans un cercle vertueux de la croissance et de la prospérité. L'inflation n'était pas un problème. On disait, l'inflation, on peut la résoudre juste en augmentant les salaires nominaux. On va dire, OK, bon, s'il y a de l'inflation de 5, une inflation de 5%, eh bien, il suffit d'augmenter le salaire de 5% et le pouvoir d'achat est maintenu. D'accord? Et c'était ça, en fait, cette priorité en partant des enseignements de la théorie de Phillips. Maintenant, l'autre choix en matière de politique économique qui a été, euh, euh, si vous voulez, suivi, donc pour lequel on a opté vers le début des années 80, c'est-à-dire après la période des 30 glorieuses, il a fait le choix de la lutte contre l'inflation, même si le chômage était élevé. Donc, vous voyez, donc il y avait un changement de doctrine économique qui était très, très important, qui a influencé les politiques des États. D'un côté, dans un premier temps, on voulait, la priorité, c'était juste de lutter contre le chômage, même si le taux d'inflation était élevé. D'accord? Et à partir des années 80, on a inversé la priorité. C'est-à-dire, on a dit que c'est l'inflation qui est dangereuse pour l'économie. D'accord? Et la lutte contre l'inflation, elle est devenue la priorité avec un taux de chômage plus élevé. C'est-à-dire on laissait le chômage augmenter, on va dire, on disait à l'époque que le chômage, il allait se résoudre de lui-même. Il suffit de réformer l'économie, réformer le marché du travail et tout va rentrer dans l'ordre et donc en fait on va créer des emplois. Mais la priorité est devenue l'inflation, c'est-à-dire on était tout à fait en bas de la courbe de Phillips. C'est-à-dire, on disait, on voulait le taux de chômage, enfin, on voulait, personne ne veut du taux de chômage, mais on veut le taux d'inflation le plus faible. D'accord? Donc, on cherchait même des taux d'inflation qui sont inférieurs à 0%. D'accord? Même si cela se traduisait par un chômage plus élevé. D'accord? Alors, je reviendrai à ça après, donc avec un peu plus de détails, lorsque on traitera, enfin le dernier chapitre du programme, quand je traiterai la politique monétaire, et je vous montrerai ou je vous parlerai de ces choix qu'on a fait en matière de politique économique durant les 50, 60, 70 années depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et on a vu que d'un côté, il y avait des gouvernements qui priorisaient la lutte contre le chômage, même si l'inflation était élevée. Et à partir d'un certain moment, la priorité est devenue la lutte contre l'inflation, même si le chômage était plus élevé. Et tout ça, bien sûr, ces choix en matière de politique économique s'inspiraient de la théorie de Phillips et bien sûr les apports donc de Paul Samuelson par rapport à cette théorie. Alors gardez ça, gardez ces deux économistes en tête, c'est que d'un côté, Phillips, en fait, ce qu'il voulait montrer, c'est juste que la monnaie, en fait, quand l'économie est prospère, eh bien, l'économie, elle va tout simplement donc réduire, enfin, elle va
connaître peut-être une hausse de salaire et puis peut-être une hausse de prix, donc parce que les salaires est un élément de coût, mais le chômage allait être faible, d'accord? Et Samuelson, ben, il a dit presque la même chose en introduisant la variation de prix, en disant qu'il y a une relation entre prix et salaire, d'accord? Et donc cette relation en général, elle a une influence sur le niveau d'activité. Donc ces deux théories étaient la base des politiques économiques menées par beaucoup de pays à partir des années 50 jusqu'à la fin des années 70. Alors on y reviendra dans le dernier chapitre sur la politique monétaire. Maintenant, la courbe de Phillips, elle a été remise en question par un Américain qui s'appelle Edmund Phelps, d'accord, dans les années 70. Alors dans les années 70, on a assisté à un gros problème. L'économie, elle a connu, si vous voulez, elle est passée, si vous voulez, par une situation un peu bizarre. Une situation bizarre. Pourquoi? Parce que dans les années 70, on a assisté à la fois à la hausse des prix et à la hausse du chômage. C'est tout le contraire de ce que disait Samuelson. Phillips, il disait que si le taux d'inflation est au plus haut, quand on a le taux d'inflation le plus élevé, le taux de chômage est faible. Quand on a le taux d'inflation le plus faible, eh bien, le taux de chômage est plus élevé. Ça, c'est ce que dit la courbe de Phillips. D'accord, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Phelps, il a constaté autre chose dans les années 70. Il a constaté que la courbe de Phillips ne marchait pas parce qu'on a vécu une situation marquée à la fois par la hausse des prix, c'est-à-dire on avait des taux d'inflation qui étaient très élevés et en même temps des taux de chômage très élevés, alors que normalement, il y a une relation inverse entre les deux, d'après Phillips. Et Phelps, en fait, il parlait pas de la même chose que Phillips. Phillips, en fait, il parlait beaucoup plus d'un chômage conjoncturel. Phillips est un économiste keynésien. Et les économistes keynésiens, ils parlent du chômage limité dans le temps, ce qu'on appelle le chômage conjoncturel. Le chômage conjoncturel, c'est un chômage qui disparaît dès que l'économie, elle repart. Dès que l'économie, elle est en croissance, tous les gens qui cherchent un emploi, ils en trouvent un. D'accord? Si l'économie, elle est, elle connaît des taux de croissance faibles ou elle est en récession, si vous voulez, eh bien, le taux de chômage, il va augmenter. Ça, c'est Phillips et c'est tout le courant keynésien, bien sûr, qui parle essentiellement d'un chômage conjoncturel, un chômage limité dans le temps. Phelps, lui, il parlait d'un autre chômage, en fait. Il parlait d'un chômage structurel, pas conjoncturel. Conjoncturel, il est lié à un cycle. Dès que l'économie part, eh bien, il y a des gens qui trouvent un emploi. Dès que l'économie est en récession, il y a des gens qui perdent un emploi. Dans le chômage structurel, eh bien, même si l'économie, elle repart, il y a des gens qui resteront au chômage. Alors, on peut prendre des exemples dans la réalité. Euh, je ne sais pas, si on prend par exemple le cas du Maroc, on a des fois, dans les années précédentes, le taux de croissance économique au Maroc, il était élevé par comparaison à d'autres pays. Élevé, donc un taux de 4%, 5%, ce qui est un taux très très raisonnable. Ça veut dire que chaque année, le PIB du pays, il s'accroît en valeur nominale, bien sûr, même si l'inflation, elle a toujours été très très faible durant les 20 dernières années au Maroc. Mais même si on avait une croissance économique élevée, ben le chômage n'a pas baissé. Peut-être le chômage de certaines catégories de travailleurs baissait parce que c'était lié à la conjoncture. Mais tous les gens, la partie du chômage structurel, elle n'a pas bougé. Alors, on va dire, si par exemple vous êtes un ouvrier de la construction, donc vous travaillez dans le domaine de la construction, d'accord? On sait très bien que ce domaine, la construction de bâtiments, construction de maisons, etc., c'est un domaine qui est très lié à la conjoncture. Quand l'économie est plus ou moins prospère, ben, le bâtiment, il marche. C'est-à-dire, il y a beaucoup de construction, on l'a vu, au cas du Maroc, on construisait partout. Donc, tous les gens qui travaillent, par exemple, dans le domaine euh, du bâtiment, donc que ce soit les ouvriers, les maçons, par exemple, qui travaillent sur les chantiers,
les plombiers, les électriciens, les architectes, les ingénieurs donc du bâtiment, etc., etc. Ils trouvent un emploi, sans aucun problème parce que leur secteur est un secteur qui est très conjoncturel. Et dès que la conjoncture se replie, il y a donc un ralentissement, si vous voulez. Ben, les premières personnes qui perdent leur emploi, ben, ce sont ces gens qui ont un travail qui est lié à la conjoncture. Mais quand on parle d'un chômage structurel, je sais pas, vous avez un étudiant qui a terminé un master dans un domaine de spécialisation déterminé, eh bien, s'il ne trouve pas d'emploi, c'est peut-être que son profil n'est pas recherché par le marché. Pourquoi? Parce que peut-être il n'a pas la bonne formation. Peut-être que il a choisi, je ne sais pas, un domaine de spécialisation qui n'est pas recherché. Peut-être euh, il aimait bien suivre des études de littérature, hein, donc littérature espagnole ou française, mais peut-être que ce profil n'est pas cherché sur le marché de l'emploi. Donc cette personne, elle peut souffrir d'un chômage structurel. C'est-à-dire que même si l'économie repart, cette personne, elle restera toujours sur la touche. Elle ne trouvera pas d'emploi. Donc, il faudrait peut-être un complément de formation, il faudrait une réorientation de cette personne. Peut-être elle a fait 5 ans de master, après elle va devoir faire peut-être 1 année et demie de plus pour avoir une spécialisation, tout en capitalisant sur ce qu'elle a fait pendant 5 années, bien entendu, parce que c'est jamais perdu quand on fait des études. Après, il faut juste savoir comment vous allez orienter votre carrière et cette personne, elle retrouvera un emploi. Mais au prix d'une formation, d'une réorientation, etc., etc., chose qui ne dépend pas de la conjoncture. D'accord? Et donc Phelps, lui, il parlait beaucoup plus du chômage structurel. À l'époque, parce qu'il ne faut pas oublier que Phelps, il a développé sa théorie dans les années 70, au début des années 70. Et au début des années 70, c'est-à-dire il y a 40 ans, mais c'était une période qui est très très importante, qui a eu des influences même jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, le chômage de l'époque était un chômage structurel. Pourquoi? Il y avait des activités économiques qu'on a développées pendant toute la période qui a suivi la guerre, donc dans le domaine de l'exploitation des mines, dans le domaine de l'industrie qui produit des produits de masse, par exemple l'industrie automobile, toutes ces industries, sidérurgie, production, donc en fait travail des métaux, etc., etc. Toutes ces activités étaient des activités de main-d'œuvre, d'accord? Et la main-d'œuvre dont on avait besoin à l'époque n'était pas une main-d'œuvre très qualifiée, d'accord? Par exemple, quelqu'un qui travaille dans une mine de charbon, ben, il n'avait pas besoin d'avoir une licence universitaire pour le faire. Donc, c'était des travailleurs non qualifiés. Et à l'époque, bien, même les gens non qualifiés, ils trouvaient un emploi. Le problème qui s'est passé vers la fin des années 60, début des années 70, c'est qu'il y a eu des changements structurels au niveau de l'économie. On a commencé peut-être, il y a des secteurs qui ont complètement disparu. Je ne sais pas, les secteurs miniers dans certains pays qui produisaient du charbon ou je ne sais pas quoi, ben, il n'y avait plus de mines de charbon parce qu'il n'y avait plus de charbon. Et donc, alors imaginez-vous, quelqu'un qui a toujours travaillé dans le domaine du charbon, d'accord? Et puis tout à coup, dans le pays où il travaille, il n'y a plus de mines de charbon. Cette personne, elle est foutue. Elle ne trouvera plus d'emploi. Elle n'a pas la formation pour apprendre autre chose, un autre métier. Donc ces gens-là, ils vont se trouver presque dans un chômage jusqu'à leur retraite. Ils n'ont aucune chance de trouver un emploi. D'accord. Alors à un moment donné aussi, un autre élément, c'est qu'il y a eu des innovations technologiques majeures dans les années 60. Dans les années 60, on a commencé à développer le secteur électronique. C'est-à-dire, on a commencé à avoir peut-être les premières machines qui étaient assistées par ordinateur. C'était des machines un peu automatiques, c'est-à-dire des machines qui utilisaient moins de main-d'œuvre. Peut-être qu'ils vont plus utiliser la main-d'œuvre non qualifiée, mais ils vont utiliser une main-d'œuvre très qualifiée, donc des techniciens, des ingénieurs, etc., etc. Donc, cette mutation technologique, et ça, c'est l'élément le plus important qui s'est passé pendant cette période-là,
a poussé des milliers, voire même des millions de personnes au chômage. Et le chômage de ces personnes n'était pas un chômage conjoncturel, c'était un chômage structurel. C'est-à-dire qu'ils ne dépendaient pas de l'activité, ils ne dépendaient pas d'un cycle économique. Donc les personnes perdent leur emploi, ils le perdent définitivement. Donc ça, c'est ce qui explique le chômage de cette époque-là. Le taux de chômage, il était très élevé. Alors maintenant, par rapport à l'inflation, juste pour faire le parallèle avec ce que je viens de dire sur Phillips et Samuelson et leur critique par Phelps, le taux d'inflation, en fait, le taux d'inflation des années 70, il s'expliquait par des facteurs externes au pays. Alors, dans les années 70, et plus précisément vers le milieu des années 70, le monde a connu une forte hausse du prix du pétrole. Donc ça, c'était l'un des facteurs qui explique le plus le taux d'inflation des années 70. Euh, la hausse du prix du pétrole. Le pétrole, comme vous le savez très bien, c'est une ressource énergétique dont dépendent tous les pays du monde. Aucun pays ne peut se passer de pétrole. Et surtout à cette époque-là, bon, maintenant, c'est vraiment à penser peut-être à des énergies alternatives, etc. Mais à cette époque-là, toute l'économie mondiale, elle dépendait du pétrole pour produire l'électricité, pour le développement du secteur du transport, etc., etc. D'accord? Et la hausse du prix du pétrole, donc la hausse, elle était très, très importante puisque le prix du pétrole, pendant des décennies, il tournait autour de 10 dollars à peu près, le baril. Et à partir de 1973, le prix du baril de pétrole, il a avoisiné 40 dollars. C'est-à-dire le prix du pétrole a été multiplié par 4. Or, puisque les pays importaient un pétrole de plus en plus cher, le pétrole est un élément qui rentre dans le coût de production, directement ou indirectement. Donc directement, parce que peut-être on utilisait le pétrole pour faire tourner des machines, donc j'en sais rien. Donc, et ou bien indirect à travers la hausse du prix du transport, etc., etc. Et donc, en fait, c'était un élément de coût important et ce coût, il a augmenté. Et l'inflation, bien entendu. Donc, puisque les coûts, on verra ça après, la hausse des coûts est un facteur d'inflation. Bien sûr, les coûts de production et le pétrole est un élément du coût de production. Et donc, la hausse du coût a entraîné une hausse de l'inflation. Et donc, en fait, on s'est trouvé dans une situation où on a les deux qui augmentaient. D'accord? À la fois le chômage, mais ce n'est plus le chômage keynésien, le chômage de Phillips, le chômage dont a parlé Samuelson, qui était un chômage conjoncturel. Le chômage est devenu un chômage structurel qui ne dépend plus de l'activité économique. D'accord? Et de l'autre côté, on avait une inflation qui ne s'expliquait pas par des dérèglements internes au pays, mais c'était une inflation qu'on a importée. C'est-à-dire que beaucoup de pays ont subi. Je sais pas, le Maroc exporte du pétrole, ok? Et si le prix du pétrole augmente, ça veut dire que notre facture d'importation, elle va être plus importante pour le pétrole. Et soyez sûr et certain que juste après, les prix, ils vont augmenter. Parce que celui qui achète le pétrole plus cher, eh bien, il va répercuter ça sur ses coûts. Et donc, en fait, la hausse des coûts va être répercutée sur le prix. Et donc, à partir de cette période-là, on a commencé à parler d'un phénomène qui s'appelle la stagflation. La stagflation, c'est mentionné ici, donc sur l'écran, la stagflation, qui met en cause la symétrie entre, je m'excuse, là, il y avait une erreur, donc je l'ai corrigé, donc en cause la symétrie entre la hausse du chômage, d'accord, et l'inflation. Donc les deux phénomènes vont ensemble. C'est pas la baisse du chômage, mais en fait une symétrie, ils vont ensemble, d'accord, entre la hausse du chômage et l'inflation. Et ça a été l'une des premières remises en question de la théorie de Phillips qui servait de base pour les politiques économiques, les politiques des États pendant 30 ans. Et Phelps, en fait, il a dit que à partir de ce moment-là, la courbe de Phillips, elle ne vaut absolument plus rien du tout. Pourquoi? Parce que l'inflation n'est plus liée au chômage, si vous voulez, le chômage conjoncturel, mais ce sont deux phénomènes qui peuvent aller ensemble parce que les facteurs qui les expliquent sont des facteurs qui sont complètement différents. D'accord? Voilà, donc ça c'est important. Donc Phillips, en fait, en tant qu'économiste keynésien, il a montré la relation qui peut exister entre
la politique monétaire, si vous voulez, entre donc les crédits à l'économie, les salaires et le taux de chômage, c'est-à-dire l'économie réelle, le taux de chômage ou le secteur de l'emploi. Edmund Phelps, en fait, il a tout simplement remis en question cette théorie pour dire votre théorie, peut-être, elle vaut quelque chose si votre chômage est un chômage, euh, si vous voulez, conjoncturel, et que l'inflation, en fait, elle s'explique par des dérèglements internes au pays, dérèglements internes, je ne sais pas, pour parler de la hausse de la demande, etc. Mais il s'explique par des phénomènes qui sont donc complètement différents. Le chômage n'est plus chômage conjoncturel, mais il est devenu structurel, d'accord, à cause des mutations technologiques, les changements qu'ont connu les structures économiques à l'époque. Et de l'autre côté, l'inflation, elle s'expliquait par des phénomènes exogènes, par des phénomènes externes, notamment la hausse du prix du pétrole, des matières premières, etc., etc. D'accord? Alors ça, c'est pour cette première partie sur la relation entre la monnaie et l'économie réelle, bien sûr. Alors maintenant, on va je vais essayer donc d'avancer un petit peu. Alors on a la deuxième ou la troisième approche. Toujours un problème, moi, pour partager mon écran. Alors, soyez patient un petit peu. Et après, voilà, voilà, voilà. Voilà. Alors maintenant, la troisième approche, en fait, c'est c'est une approche dite monétariste. Euh, les monétaristes, en fait, ils veulent juste euh, revisiter un peu les théories les théories dichotomiques de la monnaie, c'est-à-dire ils veulent toujours expliquer que l'inflation, ou plutôt qu'il n'y a pas de relation entre la monnaie et l'économie réelle. Ça, c'est l'approche dichotomique. Donc, il nous dit que la monnaie, elle est juste là pour faciliter l'échange, mais la monnaie, elle n'a aucun impact ni sur la production, ni sur l'emploi. Mais comment ils vont le faire? Ils vont d'abord et avant tout critiquer les théories keynésiennes, c'est-à-dire les théories qui considèrent que la monnaie, elle est active. D'accord? Donc, en fait, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que d'un côté, vous avez ceux qui disent aucun rapport entre les deux. La monnaie est juste un facilitateur de l'échange. Les keynésiens, avec une autre idéologie, ils disaient que non, 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 la monnaie, elle a un effet. Si l'État utilise la monnaie, il peut agir sur l'activité, et donc il peut résoudre le problème du chômage, etc. Et le monétarisme, un courant qui se développe aussi depuis les années 50, mais il a eu énormément d'influence à partir des années 80, parce que c'est à partir de ce moment-là, les 30 dernières années ou 40 dernières années, ont été très, très influencés par le courant monétariste. Donc les monétaristes, ils vont tout simplement dire euh, que la monnaie, si, si l'offre de monnaie n'est pas maîtrisée, d'accord, eh bien, cela ne peut se traduire que par des dérèglements monétaires, c'est-à-dire par l'inflation et peut-être une influence sur l'économie réelle, mais à très court terme, parce qu'à long terme, l'offre de monnaie, elle va juste déréglementer l'économie. D'accord? Alors, je m'explique. D'abord, ils disent que, la création monétaire, si vous voulez, elle va juste provoquer l'inflation. Donc là, en fait, ils restent un peu fidèles à la théorie de Fischer, plus ou moins. Ils disent que MV égale PQ, plus ou moins. Donc, si la masse monétaire augmente, si M augmente,
d'accord, en partant de l'hypothèse que V et Q sont constantes, eh bien cela entraîne une hausse de prix. Ça, c'est ce que disait Fischer. Les monétaristes ne disent pas grand-chose, ne disent pas autre chose ou quelque chose de plus. Ils partent toujours du principe que la masse monétaire, c'est le phénomène qui explique l'inflation. C'est la hausse de la M c'est ce qui va avec l'inflation. Et ils disent, avant d'expliquer ou avant de critiquer, si vous voulez, la théorie keynésienne et donc si vous voulez, ces développements sur la relation entre la monnaie et la sphère réelle, eh bien, ils disent pourquoi est-ce que l'inflation elle est dangereuse, plus ou moins. Ils disent oui, bon, l'inflation, elle s'explique par la hausse de la masse monétaire et l'inflation, elle est dangereuse parce que, en fait, d'après Milton Friedman, elle remet en question le fondement même du fonctionnement de l'économie. Alors, euh, euh, Milton Friedman, qui est en fait un grand économiste américain, qui développe, enfin qui représente un peu ce courant monétariste, d'accord. Donc d'ailleurs, chaque fois qu'on parle du monétarisme, eh bien, on pense à l'école de Chicago aux États-Unis. Et l'école de Chicago, ou l'université de Chicago, donc parmi ses illustres professeurs, il y avait Milton Friedman. D'accord. Et il a développé tout un courant de la pensée économique, en fait, critique de la théorie keynésienne, parce que c'était ça, en fait, leur but. Leur but, c'était de détruire un petit peu la théorie keynésienne parce qu'elle était interventionniste. Et donc, pour eux, économistes libéraux, les monétaristes et les économistes libéraux, ils disaient que la théorie keynésienne, elle est donc à mettre à la poubelle, plus ou moins, tout simplement parce qu'elle a juste déréglementé l'économie. Donc tout ce que Keynes ou les keynésiens avaient proposé, c'est-à-dire mettre plus de moyens dans l'économie de manière à ce que l'économie reparte, ils disent c'est très mauvais parce que tout ce qu'on a eu, c'est l'inflation. Parce que l'État a mis trop d'argent dans l'économie. Peut-être le chômage, il a baissé pendant un certain laps de temps, d'accord? Mais après, cette monnaie qu'on a injectée dans l'économie, elle a eu pour conséquence la hausse des prix. C'est ce qu'on appelle un dérèglement monétaire. Et Friedman, il dit que le dérèglement monétaire qu'on appelle l'inflation, on verra ça après, eh bien, ils disent que c'est le phénomène économique le plus dangereux parce qu'il risque de remettre en question le fonctionnement même du système économique de marché. Un système économique de marché, c'est-à-dire un système économique où c'est le marché qui joue le rôle de régulateur. C'est-à-dire que sur un marché, on a une offre et une demande, d'accord? Cette offre et cette demande déterminent un prix, ce qu'on appelle un prix d'équilibre. Ça, c'est des choses que vous connaissez. Et ce prix, s'il est situé au bon niveau, eh ben c'est lui qui va orienter notre comportement en tant que consommateur, en tant qu'investisseur, en tant qu'épargnant, en tant que travailleur, en tant qu'employeur, etc., etc. C'est-à-dire, pour les monétaristes, le système économique de marché est un système qui n'a pas besoin d'intervention de l'État pour fixer des prix, pour agir sur l'économie, mettre plus d'argent, donner plus d'argent aux gens pour qu'ils consomment, etc. Il dit non, on n'a pas besoin de ça. On va juste dire à l'État de rester tranquille, de faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire l'État il doit s'occuper juste de ce que on appelle les fonctions régaliennes de l'État. Fonctions régaliennes, ça veut dire tout simplement comment dirais-je, donc l'État doit s'occuper de la sécurité, l'État doit s'occuper de la justice, l'État doit s'occuper de l'armée, etc., etc. Mais il n'a pas à se mêler de l'économie parce que si vous avez un marché qui fonctionne correctement, d'accord, et correctement, ça veut dire il fixe des prix au bon niveau, d'accord, eh bien, ce prix est suffisant pour orienter notre comportement. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous parlez du marché des biens et services, on va juste dire que, en tant que consommateur, le prix, il joue un rôle important pour orienter mon activité de consommateur. C'est-à-dire, je vais acheter ou ne pas acheter en fonction du prix. J'achète pas quand c'est trop cher. J'achète quand c'est moins cher.
Donc, dans ce cas-là, le marché, notamment le prix, il oriente mon comportement. Une entreprise, même chose. Elle ne va pas mettre un produit sur le marché s'il lui rapporte rien. Elle va même se retirer. Elle va dire, ce produit, il me rapporte un prix qui ne couvre pas mes coûts. Ça ne me permet pas donc, de gagner, donc d'avoir un bénéfice. Donc, je me retire du marché. Si le prix est élevé, les entreprises vont rentrer dans le secteur. Ils vont dire, le prix il est intéressant, donc on peut produire et ça rapporte. Si vous prenez le marché du travail, c'est la même chose pour cette théorie. Ils disent que si le salaire est fixé au bon niveau, le salaire est un prix. Le salaire est le prix du travail. Donc si j'ai un bon salaire ou si le salaire est fixé au bon niveau par rapport aux différents métiers, hein, parce qu'il n'y a pas un seul marché du travail, mais il y a plusieurs marchés du travail en fonction bien sûr des compétences, le niveau que vous avez, diplômé, pas diplômé, qualifié, pas qualifié, etc., expérimenté, non expérimenté. Et il y a des prix qui se fixent sur ces marchés. Le salaire est un prix. D'accord? Et donc, pour ces économistes, si le prix du travail est situé au bon niveau, c'est-à-dire si le salaire est situé au bon niveau, ben, il va orienter notre comportement. Si le salaire est trop bas dans un secteur, il n'y a personne qui ira travailler dans ce secteur. Et le secteur, il disparaîtra, ni plus ni moins. Si par contre, vous avez un secteur qui offre les salaires les plus élevés, ben, tout le monde va aller vers ces secteurs. Donc, notre comportement est déterminé en grande partie grâce au salaire, grâce au prix du marché, du travail. D'accord? Si vous prenez un autre marché, marché du capitaux, même chose. Donc, sur le marché des capitaux, il y a un prix qui se fixe. Et ce prix, c'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est le prix de l'argent. D'accord? Et donc, finalement, si le prix de l'argent est plus élevé, probablement, il y a des gens qui viendront offrir leur argent, le placer, le déposer, parce que ça rapporte. Mais il y a d'autres qui vont renoncer à prendre cet argent parce qu'ils vont dire ça coûte cher. Donc, je change mon comportement. D'accord? Si les taux d'intérêt sont bas, ben, il y a des gens qui vont retirer leur argent, ils vont dire ça ne rapporte plus rien, je garde ma liquidité, elle a plus d'avantages que déposer l'argent ou son argent auprès d'une banque, parce que ça ne me rapporte rien. Mais par contre, il y a d'autres qui viennent offrir, ou demander, pardon, cet argent parce qu'il ne coûte pas cher. Et donc, pour les économistes monétaristes libéraux, bien entendu, ben, ils disent que si vous mettez trop d'argent dans l'économie, vous faites de l'inflation, d'accord? Et s'il y a de l'inflation, le prix du marché n'est plus un prix vrai. Il est faussé. Donc, il va entraîner de de mauvais comportements ou il va entraîner de mauvaises décisions. D'accord? Je ne sais pas si, par exemple, on va dire, on est dans une économie où le prix d'un bien, il a augmenté. Mais il a augmenté seulement parce que l'inflation, elle est plus forte dans le pays. Ben, si les gens les producteurs, ils se fient juste à ce prix du marché qui est faux, il n'est pas vrai, d'accord? Eh bien, ils vont prendre de mauvaises décisions. Ils vont dire, je rentre dans ce secteur parce que le prix il est élevé, mais très vite, ils vont se rendre compte que cette hausse des prix, elle est juste nominale. C'est juste une hausse due à l'inflation. Le seul élément qui permet de déterminer un prix vrai, c'est la rareté du bien, ou du travail, ou de l'actif. Gardez ça à l'esprit. C'est l'un des éléments les plus importants dans une économie de marché. Eh bien, c'est la rareté de ce que vous offrez ou de ce que vous demandez qui va déterminer un prix. Si le prix est déterminé que par la rareté, le prix, il est vrai. C'est-à-dire que si, par exemple, on nous dit qu'il n'y a plus de phosphate, toutes les mines de phosphate sont épuisées. Donc, il y a un état de rareté. Donc, le prix du phosphate va augmenter. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont demander du phosphate. D'accord? Il continuera à le demander parce que même si le prix a augmenté, parce que le produit devient rare. D'accord? Si le bien devient abondant, le contraire de la rareté, le prix baisse. Le prix, même s'il baisse, c'est un prix qui est vrai. Parce que derrière, il y a la rareté de la chose. Mais si vous avez de l'inflation, l'inflation, c'est un phénomène qui augmente les prix, d'accord? Mais il n'exprime pas, le prix quand il augmente dans ce cas-là, il n'exprime aucune rareté. C'est juste un dérèglement
Donc des erreurs, si vous voulez, qui font que les prix augmentent, d'accord? Et les gens, des fois, s'ils se fient à ces prix, s'ils font confiance à ces prix, qui sont le résultat de l'inflation, ils prendront de mauvaises décisions en matière économique. D'accord? Il y a eu beaucoup d'exemples de ce type, je ne vais pas donc m'étendre trop là-dessus, mais il y a eu des cas dans l'histoire donc économique récente où des fois l'inflation elle a entraîné de très très mauvaises décisions en matière économique. Les gens ils disent que ça coûte pas cher, ça coûte cher, je prends des décisions, mais coûter plus cher ou moins cher ne s'explique pas par la rareté de la chose, d'accord? Mais uniquement par un dérèglement de l'économie ou un dérèglement monétaire, comme l'appellent les monétaristes. Et donc finalement, c'est la raison pour laquelle les économistes monétaristes, ils posent l'inflation qui est la conséquence pour eux de la hausse de la masse monétaire comme l'un des phénomènes les plus dangereux dans l'économie et le phénomène qui risque de remettre en question le mécanisme de fonctionnement de l'économie, ce qu'on appelle l'économie de marché, bien sûr. Et là, vous avez quelques exemples. On a dit les valeurs des actifs ils sont instables. Les actifs, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des actions, ça peut être des obligations, ça peut être des actifs réels, ça peut être les biens immobiliers, ça peut être l'or, ça peut être tout ce que vous avez comme actif. C'est des choses qui ont de la valeur, bien sûr ils vont être instables à cause de l'inflation. D'accord? Le prix, dans ce cas-là, à cause de l'inflation, il va donner de mauvais signaux. Il va dire, ah, je vois que le prix a augmenté. Alors moi, donc peut-être je ne suis pas donc je connais pas les mécanismes de l'économie. Je vais dire, le prix il a augmenté, donc je peux déduire qu'il y a une demande forte sur le bien. Donc je vais commencer à le produire. Mais dans la réalité, cette hausse de prix, elle est juste nominale. Elle ne s'explique pas par la rareté. Et donc, je vais prendre une mauvaise décision parce que j'ai eu un mauvais signal. D'accord? Ce qu'on appelle les mauvais signaux ou les signaux peu crédibles. Dévaloriser la monnaie, on verra ça après, et on va montrer que elle va réduire le pouvoir d'achat de la monnaie. D'accord? C'est-à-dire 100 francs ou 100 dirhams, pardon, d'aujourd'hui, ça ne sera pas 100 dirhams l'année prochaine. Parce que les 100 dirhams, avec la hausse des prix, ils vont perdre leur valeur. Avec 100 dirhams, peut-être, je peux acheter, je sais pas, vous avez un caddie dans un supermarché, un petit caddie, bien sûr, peut-être vous allez remplir la moitié du caddie, ou voire même le quart du caddie avec 100 dirhams. Mais l'année prochaine, ça ne sera pas le quart, ça sera peut-être 20% du caddie. Pourquoi? Parce que les 5% que vous perdez, les biens et les services que vous achetez, que vous ne pouvez plus acheter, s'explique uniquement par la hausse des prix. Parce que les 100 dirhams ne vous permettront pas de vous procurer la même chose l'année prochaine et l'année d'après, etc. C'est ce qu'on appelle la dévalorisation de la valeur de la monnaie à cause de l'inflation. L'inflation, elle va tout simplement détruire la valeur d'une monnaie. Donc, elle ne permet pas une régulation du marché, hein, parce que si les prix sont déterminés uniquement sur la base de la rareté, d'accord, il y a toujours un phénomène de régulation presque automatique. Donc, le prix restera élevé tant que le bien est rare, ce qui va se traduire par une réduction de la demande, laquelle réduction de la demande, elle va peut-être permettre de, si vous voulez, de revenir à une situation, si vous voulez, d'équilibre. Par contre, si vous avez des prix qui sont faibles, tout simplement à cause de la rareté, eh bien, il y a une régulation qui va se faire automatiquement, d'accord? Mais si la hausse des prix, elle s'explique uniquement par un dérèglement monétaire, c'est-à-dire par l'inflation, eh bien, le processus de régulation de l'économie, il ne jouera plus. D'accord? Ensuite, euh, maintenant, comme je le disais tout à l'heure, les théories monétaristes, en fait, c'était d'abord et avant tout une critique de la théorie keynésienne. La théorie keynésienne, en fait, on dit généralement que Keynes, si vous voulez, donc l'économiste britannique qui a développé ce courant de la pensée économique qu'on appelle l'école keynésienne,
et Friedman, qui est le porte-parole, si vous voulez, des économistes monétaristes, ils sont d'accord sur une chose, mais ils se différencient sur d'autres. La chose sur laquelle ils sont d'accord, c'est que euh, la monnaie ou la quantité de monnaie, elle doit suivre l'activité économique normale. D'accord? C'est-à-dire que vous soyez keynésien, que vous soyez monétariste, eh bien, la quantité de monnaie qui circule dans l'économie, elle doit être adaptée à l'activité économique, notamment à la production. Tu sais pas, par exemple, si vous ne pouvez pas produire 100 unités monétaires de quelque chose, d'accord, et vous mettez 50 unités monétaires pour les faire circuler. Donc, il y aura 50 qui ne trouveront pas d'acheteurs, faute de moyens. D'accord? Et donc, les deux, ils sont d'accord. Ils disent que normalement, la monnaie, d'accord, elle doit suivre le rythme de l'activité, au moins suivre le rythme de l'activité économique. Alors là, le problème entre les deux économistes, c'est que ils ne sont pas d'accord sur ce qu'on appelle la quantité optimale de la monnaie, c'est-à-dire la quantité idéale, si vous voulez, de la monnaie dans l'économie. Pour Friedman, d'abord, on commence par le plus simple. Pour Keynes, euh, donc la quantité de monnaie qui circule dans l'économie, elle doit être adaptée au rythme de croissance de l'économie. C'est-à-dire que si on veut une croissance plus forte de la production du pays, c'est-à-dire le PIB, eh bien, on a intérêt à mettre plus de moyens. On a intérêt à créer plus de monnaie. Donc, la quantité optimale, c'est la quantité de monnaie qui va permettre à l'économie d'atteindre un taux de croissance élevé. Pour les monétaristes, notamment par Friedman, eh bien, il nous dit que la hausse de la monnaie sur la production est le résultat d'une illusion monétaire. Donc, comme vous pouvez le constater ici, hein, donc je parle ici d'illusion monétaire. Euh, cette illusion monétaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, rappelez-vous, donc il y a quelques semaines en arrière, j'avais parlé de Robert Lucas qui a dit presque la même chose. Donc, j'avais classé Robert Lucas avec les théories de la neutralité monétaire, mais Friedman ne dit pas plus. Friedman, dans ce cas-là, il va nous dire tout simplement que la hausse des prix peut faire croire aux gens que l'économie, elle est prospère, qu'elle est en croissance. Parce que la hausse des prix, si vous voulez, est un signe que l'activité marche. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est-à-dire, l'inflation, elle est mauvaise et elle est bonne en même temps. C'est-à-dire que s'il y a de l'inflation, ça veut dire qu'il y a le haraka, comme on dit. Donc, il y a l'économie, elle bouge. D'accord? Elle bouge et l'économie, elle a on ne peut pas avoir d'inflation dans une économie en dépression. Dans une économie en dépression, les prix sont même, comment dirais-je, ils évoluent de manière négative. On peut avoir des taux d'inflation négatifs. Les prix, ils reculent quand la situation n'est pas bonne. Mais quand la situation, elle est bonne, les prix augmentent. La seule chose, c'est que pour Friedman, il dit que la hausse des prix, des fois, elle peut créer l'idée que l'économie, elle est prospère, elle est en croissance. Et elle peut toucher à l'économie réelle. Par exemple, on va juste dire que les salaires, ils ont augmenté, d'accord? Tout simplement euh, parce qu'il y a de l'inflation. Donc la hausse des salaires nominaux, suit le niveau d'inflation. D'accord? Alors cette hausse de prix et donc des salaires, elle peut entraîner une forte offre de travail sur le marché. C'est-à-dire les gens, ils vont dire voilà, le salaire, il est intéressant, donc je vais chercher activement un travail. Donc, il y aura moins de chômage. Donc, ça va toucher l'économie réelle. Alors, les monétaristes, ils disent que ce phénomène, il ne va apparaître qu'à très court terme. D'accord? Je m'excuse, je vois que mon ordinateur est en train de se décharger. Et après, je risque de perdre carrément l'enregistrement.
Donc, le, le, donc là, en revenant à cette, donc à la théorie de Friedman, donc Friedman, il dit que avec l'inflation, les salaires nominaux augmentent. Donc, imaginez les deux abscisses de la théorie de Phillips. Variation de prix à gauche, variation de salaire à droite. C'est un peu ça. Donc, il raisonne comme ça aussi, Friedman. Et il nous dit que la hausse des prix, elle va entraîner une hausse de salaire nominale. Nominale, c'est, on va dire, comme je le disais tout à l'heure, je gagne 5 000, l'inflation a été de 10%, donc il est normal que mon salaire augmente de 500 l'année prochaine. Ça, c'est une hausse nominale. La hausse nominale, ça veut dire le salaire, il suit le taux d'inflation, plus ou moins. C'est un peu ça. Et Friedman, il dit, mais c'est ça le problème, c'est que les gens, ils ont l'illusion qu'il y a quelque chose qui a changé, que les salaires sont plus élevés. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je ne vais plus rester au chômage. D'accord? C'est-à-dire que même les gens qui n'ont jamais pensé peut-être chercher le travail, euh, si vous voulez, donc de manière active, donc ce que Friedman appelle le chômage naturel, donc je vais voir ça avec vous tout à l'heure, donc je vais terminer le cours avec ça, eh bien il dit que la hausse des salaires consécutive à l'inflation, la hausse du salaire nominal, pas réel, nominal, c'est-à-dire le salaire qui augmente en fonction du taux d'inflation, elle crée l'illusion. L'illusion, ça veut dire les gens, ils ont une idée fausse de la vraie réalité. D'accord? Et ils vont dire qu'il y a quelque chose qui a changé et je vais accepter un travail tout simplement parce que le travail maintenant, il est mieux rémunéré. Mais après, d'après Friedman, les gens, ils vont se rendre compte, dès qu'ils vont dire que la hausse du salaire, elle n'est pas due à, à un phénomène réel, elle est juste due à un phénomène monétaire, c'est-à-dire à l'inflation, eh bien, ils vont préférer carrément quitter encore leur emploi, qui ne leur apporte pas plus, pour rester au chômage. Alors ça, c'est quelque chose donc, que je voudrais partager avec vous, avec un autre petit graphe euh, que je vais mettre à votre disposition également sur la plateforme. Et alors ce petit graphe, je l'appelle la courbe de Phillips et son interprétation par les monétaristes. Voilà. Voilà. Patientez un petit peu, s'il vous plaît, parce que j'ai toujours un petit problème. Partager cet écran.
Voilà, en principe, vous devez partager mon écran. Voilà. Alors, voilà ce que dit Phillips. Et en fait, là, c'est pas ce que dit Phillips, pardon, mais c'est comment est-ce que Friedman il voit la théorie de Phillips. Donc Phillips, comme on l'a expliqué tout à l'heure, en fait, il a montré un peu la relation entre la courbe euh, enfin, donc dans sa courbe, en fait, il a montré la relation qui existe entre la variation de prix ou de salaire et le niveau de l'emploi. Donc ici, on parle de le taux de chômage, si vous voulez. Et les monétaristes, notamment Friedman, donc il a dit que on peut interpréter cette théorie d'une autre manière. Et il dit que, en fait, je vais juste expliquer un peu ce qu'on a sur les axes. Là, le UN, c'est le chômage dit naturel. Alors, en fait, un chômage naturel, c'est-à-dire un chômage qui ne disparaît jamais, même si l'économie, elle est prospère. Il ne peut jamais, on ne peut jamais avoir dans un pays un taux de chômage qui est de 0%. Il y a des gens, peut-être, ils ne peuvent pas travailler pour une raison X ou Y, je ne sais pas, pour cause de maladie, des fois, des fois pour cause d'études. Il y a des gens qui ne cherchent pas un emploi tout simplement parce que ils sont en études, enfin, ils font des études. Je sais pas, une femme enceinte qui, qui peut, après l'accouchement, si vous voulez, rester à côté de son enfant et donc finalement, elle cherche pas un emploi. Donc, vous avez ceux qui ne veulent pas travailler. Puis ils disent que je ne travaillerai pas parce que le salaire qu'on m'offre sur le marché ne compense pas mes efforts. Je ne vais pas me lever à 4 heures du matin pour aller faire un travail qui ne me permet même pas de payer mon transport, qui ne me permet même pas, si vous voulez, de vivre dignement. Et donc, les monétaristes, les libéraux, de manière générale, ils disent qu'il y a un chômage qui est naturel, c'est-à-dire un chômage qui est toujours là, si vous voulez. Et ce chômage naturel, il ne peut baisser que s'il y a des choses qui changent sur le marché du travail. Je sais pas, par exemple, quelqu'un qui dit moi je ne travaille pas ou je prends mon temps pour chercher un travail, tout simplement parce que j'attends que ma formation, mon diplôme, mon expérience soit mieux valorisée sur le marché. Et donc, en fait, qu'on me donne un salaire plus élevé. Et euh, Friedman, il nous dit que, en fait, il y a deux types d'ajustements. Il y a un ajustement à court terme, c'est-à-dire que là, il reprend un peu la théorie de Phillips, plus ou moins. D'accord? Donc, toutes ces courbes, en fait, où le taux de chômage, il baisse lorsque le taux d'inflation est plus élevé, parce que le salaire nominal a augmenté. Hein, donc, il faut juste mettre ici salaire nominal et ça donnera la même chose que Phillips. D'accord? Il dit que normalement, le taux de chômage naturel, il se regarde vers l'origine. Donc, en fait, là, on est à un chômage qui est plus élevé que là. D'accord? Le taux de chômage, il est là, donc sur l'axe des abscisses. Il dit oui, ça, c'est le phénomène d'illusion monétaire. C'est-à-dire que quand les salaires augmentent juste parce que les prix, ils ont augmenté, les gens, ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé et que leur métier, il est plus valorisé et que ça devient plus intéressant maintenant de travailler parce que le salaire, il est plus élevé, etc., etc. Et bien, c'est ça ce qui va faire augmenter ou plutôt faire baisser, pardon, le taux de chômage. Donc, cette courbe qui va vers la gauche signifie tout simplement qu'on a un taux de chômage plus élevé et, bien entendu, cela s'explique essentiellement par une hausse des prix. La hausse des prix, c'est-à-dire du salaire nominal. Et à partir de ce moment-là, regardez la petite flèche, c'est là où les gens se rendent compte que la hausse, elle n'est pas réelle. Ils ne vont pas devenir plus riches. Ils ne vont pas avoir un niveau de vie plus élevé. Mais c'est juste un salaire qui compense l'inflation, qui compense la hausse des prix. Et dès que là, il dit, dès qu'ils vont anticiper la hausse, dès que l'anticipation de la hausse des prix, elle est intégrée dans leur calcul, dès qu'ils disent que la hausse des salaires n'est rien d'autre qu'une hausse de prix, c'est pas parce que l'économie, elle cherche beaucoup, elle cherche notre métier, etc., etc., c'est-à-dire la rareté. Donc la rareté de ma compétence, de mon travail, qui fait que il y a des employeurs qui essaient de s'arracher des travailleurs qui existent sur le marché.
Loin de là. Il dit que c'est juste la hausse des prix et cette hausse des prix, on la découvre, là, on va dire, eh bien, j'étais victime d'une illusion monétaire. La hausse des salaires n'est rien d'autre qu'une hausse de prix. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais revenir à ma situation de départ. C'est-à-dire, je vais dire, ce travail-là qui me permet ou qui m'oblige à me réveiller à 4 heures du matin, à faire 50 kilomètres pour aller à mon travail, justement parce que le salaire a augmenté de 10%, ben cette hausse de 10% n'est rien d'autre qu'une hausse de prix. Et ce n'est pas une hausse réelle. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais carrément renoncer à ce travail et je vais revenir à ma situation de départ, c'est-à-dire au chômage naturel. D'accord? Et encore une fois, euh, c'est toute l'économie qui va agir tout le temps. Le court terme, on crée l'illusion monétaire où les gens ils croient qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'économie, que les salaires sont augmentés, etc. Et une fois qu'on découvre qu'on est juste victime de cette illusion, on revient à la situation de départ et ainsi de suite. D'accord? Alors, au lieu d'avoir une courbe comme celle de Phillips, comme on l'a montré tout à l'heure, d'accord, constante en fait, qui montre cette relation inverse entre variation de prix et chômage, eh bien, les monétaristes, ils disent que à court terme, d'accord, eh bien, la hausse des prix, donc des salaires, va faire baisser le chômage, c'est-à-dire elle aura une influence sur l'économie réelle, c'est ça, d'accord, mais à long terme, dès qu'on découvre qu'il s'agit juste d'un rêve, si vous voulez, d'une illusion, c'est pas quelque chose qui est réel, eh bien, je reviens à ma situation de départ et dans ce cas-là, on revient à la situation du chômage qu'on avait auparavant. Et donc, dans ce cas-là, à long terme, la hausse des prix, c'est-à-dire la hausse des salaires nominaux, n'a aucun impact sur l'économie réelle. D'accord? C'est-à-dire, elle n'a aucun impact sur le niveau du chômage ou sur le niveau de l'emploi, mais à court terme, oui. Pourquoi? Parce que quand on est là, on est juste victime d'une illusion. D'accord? Et dès que cette illusion s'estompe, parce qu'on est devenu rationnel, on a dit qu'il n'y a rien qui a changé, c'est juste les prix qui ont augmenté, eh bien, je vais revenir à ma situation de départ. Et en fait, ça sera un jeu, le court terme, le long terme. Court terme, l'illusion. Une fois qu'on découvre qu'on est victime d'illusion, on revient à la situation de départ. Après, il y a une autre phase. Après, donc, on revient à la case de départ. Après, une autre phase, etc., etc. Donc, pour résumer, juste pour cette théorie de Milton Friedman. Donc en fait, Milton Friedman, sa théorie, on peut la résumer de manière très très simple. Il dit que les politiques keynésiennes, qui sont en fait des politiques qui veulent agir sur l'activité par la monnaie, par les crédits, on va donner aux gens l'argent pour qu'ils consomment, etc. L'essentiel, c'est que l'économie repart. Eh bien, donc les monétaristes, notamment Friedman, il dit que tout ce qu'on a hérité de la théorie keynésienne, c'est l'inflation. C'est-à-dire pendant les 30 glorieuses, l'économie, elle était juste victime d'une illusion monétaire. Le taux de chômage, il a baissé, probablement, mais une baisse qui était à court terme, si vous voulez. Et il a baissé tout simplement parce que les gens, ils étaient victimes d'une illusion monétaire. Et donc pour eux, pour les monétaristes, le keynésianisme, avec sa théorie de la monnaie active, tout ce qu'il a provoqué dans l'économie de marché, c'est la hausse des prix, c'est-à-dire l'inflation. D'accord. Et pour eux, pour les monétaristes, ça c'est le deuxième enseignement, eh bien, l'inflation est un phénomène, est un dérèglement économique très dangereux pour le fonctionnement du système économique. Ils disent que pour eux, c'est pas la lutte contre le chômage qui doit être la priorité. Ils disent que si on veut avoir un système économique qui fonctionne normalement, il faut que les prix, la hausse des prix soit maîtrisée. Il ne faut pas qu'il y ait d'inflation. Parce que s'il y a l'inflation, eh bien, le système de prix ne joue plus. Et si le système de prix ne joue plus, eh bien, c'est tout le système économique qui ne fonctionnera plus. D'accord? Et le troisième enseignement, c'est que ils ont relativisé la théorie de Phillips. Ils ont dit, peut-être Phillips, il a raison à court terme. À court terme, on peut établir une relation entre la monnaie, les prix et le taux de chômage naturel.
un chômage qui ne bouge pas en principe. Donc les gens qui sont là et qui vont pas juste trouver un emploi parce que donc l'économie elle repart, ils disent qu'il peut y avoir une situation où les gens sont victimes de illusion monétaire. L'illusion monétaire, ça veut dire tout simplement que la hausse des prix et donc la hausse des salaires nominaux va les inciter à sortir du chômage et donc à chercher un emploi parce qu'ils vont croire que leur métier, il est plus valorisé, ils vont gagner plus, etc., etc. Mais dès qu'ils découvrent qu'ils sont juste victimes d'une illusion monétaire, c'est-à-dire que la hausse des salaires n'est pas réelle, pardon, mais elle est juste nominale, eh bien, ils vont dire, il n'y a rien qui a changé, et donc, je préfère rester au chômage plutôt que d'être payé à un salaire qui ne me permet pas d'être ou d'améliorer mon niveau de vie. D'accord? Donc ça, c'est important, bien sûr, à travers cette petite courbe, en général, qui j'espère, elle a été un peu enfin, utile pour vous. Je vais la partager donc sur le site, je vais vous la mettre sur la plateforme de l'université, comme ça vous pouvez la garder dans vos documents. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai eu beaucoup d'idées que j'ai partagé avec vous, donc pour ne pas justement créer un surmenage parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc je vais vous laisser revoir peut-être cette vidéo, d'accord? D'ici peut-être d'ici lundi, je vais vous donner le corrigé du travail 2 parce qu'on a déjà fait un travail 1. J'ai remis la correction, enfin j'ai partagé la correction que vous trouvez bien sûr sur la plateforme. Je vous ai donné encore un deuxième travail où il y avait 2 questions sur les théories de la neutralité monétaire et la théorie de Fischer. Donc, il y avait 2 petites questions. Donc, j'espère que vous avez essayé d'y répondre. Donc, je vous donnerai aussi le corrigé grand maximum d'ici lundi. Et je vais vous remettre encore un 3e travail, d'accord, en rapport avec les théories monétaires. Donc, je vous donnerai peut-être, je vous poserai peut-être 2 ou 3 petites questions du même genre, celles que je donne à l'examen, plus ou moins. Donc, parce que l'essentiel pour moi, c'est d'essayer de revoir un peu les vidéos, revoir un peu la partie du cours traitée, mais sur la base des questions qui me semblent importantes, hein, parce que tout ce qu'on dit n'est pas forcément important, mais il y a des choses sur lesquelles vous devez insister, en tout cas pour la préparation de votre examen. Alors, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à enfin, me les envoyer sur le chat, bien entendu, ou bien pour ceux qui ne sont pas très timides, eh bien, la semaine prochaine, ils peuvent les poser en début de séance, hein, si jamais des choses ne sont pas très claires, je peux les répéter donc avec un grand plaisir. D'accord? Alors, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt.